Chapitre 3. Quelques jours après, le lieutenant se dirigeait vers Loubnier. Après avoir traversé le Dniepr, il emprunta la large route qui longeait le steppe de Tcherin à Loubnier, en direction de Horol. Une deuxième route reliait la capitale ducale à Kiev. Autrefois, avant la bataille de Solonitsa, qui avait confirmé le génie militaire du hetman Zołkiewski, il n'y avait point de route. Pour gagner Kiev, il fallait traverser tantôt le steppe, tantôt la forêt. On allait à Tcherin par voie d'eau, et on en revenait par Horol. En fait, les rives du Dniepr étaient un désert, à peine plus peuplé que les champs sauvages. Souvent visitées par les Tatars, elles étaient ouvertes aux bandes de Zaporog. Sur les rives de la Soula murmuraient des forêts immenses où l'homme ne s'aventurait pas. Le long des berges affaissées de la Soula, de la Ruda et de bien d'autres rivières, les marécages abondaient, tantôt touffus et buissonneux, tantôt découverts. Les tourbières abritaient des animaux de toutes sortes. Les ténèbres les plus profondes de la forêt cachaient des hardes d'aurochs barbichus, des ours, des sangliers, ainsi qu'une foule grise de loups, de chats sauvages, de biches et de martres. Dans les marais, sur les bords des rivières, des castors s'activaient. On racontait que certains d'entre eux, aux poils blancs comme neige, avaient plus de 100 ans. Au-dessus des basses vallées, là où le steppe était sec, folâtraient des troupeaux de chevaux sauvages, aux têtes bouclées et aux yeux vifs. Les rivières, quant à elles, pullulaient de poissons et servaient de refuge aux oiseaux aquatiques. Cette terre étrange, comme assoupie, portait enfin les traces d'une vie humaine ancienne. On rencontrait partout des vestiges séculaires de villes fortes. Loubnier et Horol eux-mêmes avaient été construits sur ces anciennes cités. Nombre de tombes d'époques diverses étaient aujourd'hui recouvertes par la forêt. Ici, comme dans les champs sauvages, la nuit voyait se lever esprits et vampires. Les vieux Zaporogues se racontaient à la veillée, autour du feu, les merveilles de cette profonde forêt, tout emplie de hurlements d'animaux inconnus, ni hommes ni bêtes, du tumulte effrayant des batailles ou des chasses. Au fond des eaux tintaient les cloches des villes submergées. Mouvante par-ci, desséchée et brûlée par-là, la terre était peu accueillante, et son accès difficile. Habiter là n'allait pas sans risque, et les colons installés tant bien que mal dans les parages étaient sans cesse à la merci des attaques tatares. Seuls les Zaporogues, attirés par les queues de castor, le gibier et la pêche, y tenaient périodiquement leur quartier. En temps de paix, la plupart d'entre eux quittaient la Sitch pour la chasse, pour l'industrie, comme on disait. Ils parcouraient rivières et forêts, s'aventurant en des lieux dont on ignorait presque l'existence. Les colons tentaient pourtant de s'accrocher à cette terre, comme les plantes qui s'enracinent dans le sol, là où elles le peuvent et qui, même arrachées, repoussent. Comme la terre était fertile par endroits et que la liberté séduisait, des villes fortes, des bourgades, des fermes isolées avaient fini par s'implanter. Mais ce n'est qu'entre les mains des ducs Vishniovetski que cette terre avait pu prospérer. Après son mariage, le duc Michel avait entrepris de gérer son domaine du Dniepr. Il y fit venir des colons, en les affranchissant pour une durée de 30 ans. Il construisit des monastères et imposa sa loi. Les anciens colons eux-mêmes se mirent volontiers sous sa tutelle, car il les protégeait contre les Tatars et, pire encore, contre les Zaporogues. Grâce à la main de fer du jeune duc Yarema, la vie commençait enfin à s'épanouir. Son domaine commençait au-delà de Tcherin et finissait bien loin derrière Konotop et Romne. Là n'était pas toute la fortune du duc, qui possédait également des biens dans la voïvodie de Sandomierz, dans celle de Kiev, en Volhynie et en Russie, mais cette terre du Dniepr était tout particulièrement chérie par le vainqueur de Putuvl. Les Tatars avaient guetté longtemps sur les rives de l'Aigle et de la Vorskla avant de se décider à pousser leurs chevaux vers le nord. Les Zaporogues n'avaient rien fait pour s'y opposer. Diverses bandes locales, engagées au service du duc, se chargeaient de faire régner l'ordre. Bref, tout ce peuple de brigands qui vivait naguère de violence et de combats était désormais sévèrement contenu et s'était installé sur les terres défrichées des confins, véritables chiens de garde destinés à décourager l'envahisseur. S'ouvrit alors une ère de prospérité. Des anciennes pistes on fit des routes. Les esclaves tatars et les Zaporogues pris à piller l'arme à la main construisirent des digues. Là où naguère, la nuit, le vent jouait dans les joncs et où hurlaient les loups et les noyers, tournaient désormais des moulins. Plus de 400 roues, sans compter les machines à vent, moulaient le blé sur les rives du Dniepr. 40 000 serfs alimentaient les caisses princières en versant la taille. Les ruches abondaient dans les forêts, tandis que sur les confins naissaient de nouveaux villages. Dans le steppe, à côté des hardes sauvages, paissaient des troupeaux entiers de bétail et de chevaux. Le monotone paysage de la forêt et du steppe s'était coloré de la fumée des chaumières et des coupoles dorées des églises. Le désert était devenu un pays presque peuplé.
Le lieutenant Kshetouski avançait allègrement, assuré qu'il était d'un repos mérité. En ce début du mois de janvier de l'année 1648, l'hiver, étrange, exceptionnel, ne se sentait pas. Le printemps était dans l'air. Sur la terre meuble verdissait déjà le blé d'hiver, et le soleil brillait si fort qu'à midi les peaux de mouton cuisaient sur le dos, comme en plein été. L'escorte du lieutenant avait presque doublé. L'illustre boyard Rovan Ursu, envoyé en ambassade par l'hospodar de Valachie, s'y était joint avec son cortège. Les chars suivaient, conduits par la valetaille. Près du lieutenant chevauchait, immense et mince, messire Longinus Podbipienta, avec son glaive qui lui montait à l'aisselle. Le jeune lieutenant cédait d'autant plus volontiers au charme insidieux de la saison qu'il rentrait, après un lointain voyage, sous le toit du prince, presque son propre toit, et que, s'étant bien acquitté de sa tâche, il pouvait prétendre à un bon accueil. En outre, l'attendaient à Loubnier certains yeux noirs aussi doux que le miel. Ces yeux appartenaient à mademoiselle Annette, autrement dit à Nushia Krashenka, l'une des filles d'honneur de la duchesse, la plus belle fille de toute la cour, mais coquette fieffée. Pour un de ses sourires, les jeunes officiers du régiment se fussent tous jetés dans les flammes. Elle, pour aucun d'eux. Chez la duchesse Griseldis régnait une grande austérité. Malheur à qui eût offensé la vertu. Ce qui n'empêchait ni messire Jean, ni ses pareils, ni les belles demoiselles de la cour de se décocher des regards tendres, et puis de soupirer. Messire Jean adressait ses soupirs à ses yeux noirs si chers, et quand, d'aventure, il se retrouvait seul dans son logis, saisissant son luth, il chantait « Ô vous, délices de mes yeux !» Ou bien encore « Comme le Tatar en fureur, vous avez enchaîné mon cœur !» Cependant, raisonnable, et d'ailleurs amoureux de son métier de soldat, il ne prenait pas trop à cœur de voir demoiselle Annette lui sourire. Non moins gentiment qu'à lui, à messire Berovietz, du régiment Valak, et à messire Wurzel, de l'artillerie, et à messire Volodovski, des dragons, et même à certains officiers de hussards, déjà presque blancs et qui bégayaient, une balle lui ayant éraflé la langue. Pour elle, notre lieutenant s'était battu au sabre avec messire Volodovski, mais les séjours prolongés à Loubnier, même auprès d'Annette, lui pesaient, et c'est sans regret, ni souvenir qu'il partait en expédition contre les Tatars. En revanche, il la retrouvait toujours avec joie. Et maintenant, revenant de Crimée, après avoir rempli sa mission avec succès, il chevauchait en chantonnant. Comme on voit, Jean ne ressemblait guère à son nouveau camarade, ce Longinus, qui, ce jour-là, juché sur son énorme jument livonienne, paraissait plus éploré que jamais. Les voitures de l'ambassade et l'escorte étaient fort loin derrière, et Jean, fatigué du silence de son compagnon, parla ainsi. « Sa grâce l'ambassadeur dort comme une souche, étendu sur les tapis de son véhicule. Il m'a conté sur son pays tant de merveilles qu'il n'en peut plus. Je l'écoutais avec intérêt. Il n'y a pas à dire, beau pays, riche climat, de l'or, du vin, des fruits, des chevaux. Je me suis rappelé à ce propos que monseigneur le duc, né d'une princesse moldave, pouvait, de par sa mère, prétendre au trône d'Hospodar. Messieurs les Valaques, nous ne serions pas des nouveaux venus en votre pays. Nous y avons déjà battu les Turcs, les Tatars, les Transylvains et les Valaques. En Valachie, fit observer messire Longinus, les hommes sont, paraît-il, plus veuls que partout ailleurs. L'assurance m'en a été donnée, à Tchérin, par maître Zagouoba, et si jamais j'en avais douté, j'en aurais trouvé confirmation dans un livre de messe. Comment ça, dans un livre de messe? J'en ai un, je peux vous le montrer tout de suite, car je ne m'en sépare jamais. Il sortit un petit livret soigneusement relié, le baisa pieusement, puis, après avoir tourné quelques pages, dit « Lisez, messire !» Jean Kshetouski se mit à lire. « Nous nous mettons sous ta protection, Sainte Marie, Mère de Dieu. Mais où parle-t-on des Valaques? Qu'êtes-vous allé chercher? C'est une ancienne. » « Continuez. »« Pour que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. » Bon, et maintenant la question. Kshetouski lut. Question. Pourquoi la cavalerie valaque est-elle appelée légère? Réponse. Car elle se sauve sans traîner. Amen. En effet, il semble qu'on trouve vraiment de tout dans ce livre. C'est un livre pour soldats. Alors, en plus des litanies, on découvre diverses instructions militaires et tout ce qu'il faut pour distinguer les nations lâches des courageuses. En ce qui concerne les Valaques, il se trouve que ce ne sont que des poltrons, et en plus de ça, de grands traîtres. Que ce soit des traîtres, c'est sûr. Je n'en veux pour preuve que les aventures du duc Michel, et j'ai entendu dire en effet que c'étaient des soldats de peu de poids. Monseigneur le duc a pourtant un régiment valaque que commande messire Berovietch. De fiers hommes.
Il est vrai qu'à bien compter, on n'y trouverait pas 20 valaques. À combien évaluez-vous les forces militaires dont dispose le duc? À 8000 hommes environ, sans parler des cosaques qui gardent les postes, mais il paraît que monseigneur fait enrôler de nouvelles milices. Peut-être aurons-nous quelques campagnes? On répète partout qu'il se prépare contre le Turc une grande guerre où le roi commanderait en personne. Je sais d'ailleurs qu'on n'envoie plus de cadeaux aux Tatars qui, paralysés de peur, n'osent pas bouger. J'en ai entendu parler également en Crimée, et c'est peut-être bien pour cette raison que l'on m'y a reçu avec tant de faste. Le bruit court que si le roi et ses hetmans partaient en expédition, notre duc devrait attaquer la Crimée pour écraser les Tatars. Une chose est sûre, ils ne confieront cette mission à personne d'autre. Messire Longinus leva vers le ciel ses mains et ses regards. Donnez-la nous, cette sainte guerre, ô Seigneur miséricordieux, pour la plus grande gloire de la chrétienté et de la patrie, et permettez à un misérable pécheur d'y accomplir son vœu, afin qu'il se voie consolé dans l'affliction, in luctu, ou puisse du moins jouir d'une mort glorieuse. Vous avez fait un vœu? Il ne me coûte pas de dévoiler mes secrets à un aussi digne chevalier. Ce sera long, mais puisque aussi bien vous daignez me prêter une oreille attentive, je commence, incipio. Vous savez déjà d'où je tire le nom de mes armes. Tranche capus signifie capucem eripiens. L'origine, la voici. Un de mes ancêtres vit, à la bataille de Grunwald, 3 chevaliers chevauchés sur un même rang. Ces chevaliers portaient des capuces de moine. Mon aïeul fondit sur eux, et, d'un coup de l'arme que voici, il trancha les 3 têtes avec les 3 capuces. Le roi le créa chevalier, et lui donna pour arme 3 capuces sur champ de gueule. Vous êtes, fit Jean avec un salut, d'une fameuse lignée. Longinus soupira, puis reprit. Le dernier de ma race. J'ai juré, à l'autel de Notre-Dame de Troki, de vivre dans le célibat et en état de chasteté, jusqu'à ce que j'aie, à l'exemple de mon aïeul, fait tomber 3 têtes ennemies, d'un coup de ce même glaive. Seigneur, vous le savez, j'ai été chaste, scrupuleusement. J'ai toujours imposé silence aux révoltes d'un cœur qui n'est que trop tendre. J'ai cherché la guerre partout, et partout je me suis jeté au fort de la mêlée. Hélas, le succès n'est pas mon lot sur la terre.